Imaginez un univers où la brutalité est utilisée comme moyen de domination et où l'existence repose sur un cocktail de puissance militaire et d'habileté politique. Comment un modeste royaume établi le long du fleuve Tigre a-t-il réussi à devenir la force prépondérante de l'ancienne Mésopotamie? C'est ainsi que débute l'histoire des Assyriens. La particularité des Assyriens par rapport aux autres royaumes de l'époque résidait dans leur capacité à user de la peur comme une stratégie militaire. Voici le récit de la façon dont une civilisation plutôt méconnue est devenue la puissance prédominante du monde antique. Initialement, l'Assyrie était une modeste cité-État dénommée Assur, positionnée stratégiquement sur les rives du Tigre, dans la région actuellement connue comme le nord de l'Irak. Cet emplacement était crucial pour le commerce puisqu'il faisait le lien entre la Mésopotamie, l'Anatolie et le Levant, rendant ainsi les échanges de biens de valeur comme l'étain, l'argent et le cuivre plus aisés. Parti de ses origines modestes en tant que centre commercial, Assur a évolué pour devenir un carrefour où les commerçants se rencontraient afin d'échanger des produits stimulant l'économie locale et suscitant l'intérêt de leur entourage. Toutefois, c'est seulement avec la mise en place d'une stratégie d'expansion territoriale et militaire plus offensive qu'on assisterait à l'essor véritable de l'Assyrie. Le développement de l'Assyrie ne se limitait pas uniquement à l'aspect économique. Il est vite devenu évident pour les Assyriens qu'ils devaient augmenter leur puissance militaire pour défendre leur voie commerciale et élargir leur influence. Avec l'augmentation de leur puissance et richesse, Assur a commencé à former des armées plus structurées et à mettre en place une organisation administrative pour gérer des régions au-delà de leurs limites immédiates. Cela a provoqué une transformation radicale dans leur stratégie, passer d'une cité-État commerciale à une force militaire en pleine ascension. Au fil du temps, Assur s'est transformé en un important pôle commercial régional, mais également en un centre de culte pour le royaume. Le dieu Assur, qui portait le même nom que la ville, a été élevé au rang de divinité suprême, renforçant ainsi l'identité assyrienne à travers la religion et l'expansion territoriale. Les dirigeants ont commencé à se percevoir non seulement comme des souverains terrestres, mais également comme des émissaires divins d'Assur, légitimant ainsi leur projet d'expansion. Ce sentiment de mission sacrée a encouragé la volonté des Assyriens d'étendre leur contrôle à travers la Mésopotamie. Au cours des siècles, la prospérité de la ville d'Assur s'est accrue et les Assyriens ont affiné leur appareil militaire. À chaque triomphe, la renommée de l'Assyrie comme force militaire redoutable et performante s'accroissait. Grâce à leur aptitude à infliger des campagnes rapides et dévastatrices à leurs adversaires, ils ont réussi à dépasser leurs limites géographiques habituelles, renforçant par la même occasion leur influence dans toute la zone. Les Assyriens avaient conscience qu'ils devaient persévérer dans l'innovation en matière de stratégie militaire et diplomatique pour maintenir leur position dominante. Cette phase d'expansion progressive mais stable a établi les fondations de ce qui allait plus tard se transformer en l'empire néo-assyrien, l'une des entités les plus craintes de l'Antiquité. Au fur et à mesure de l'expansion de l'Assyrie, son influence politique et économique se diffusait à travers la Mésopotamie, jetant les bases pour des rois futurs qui marqueraient la région à jamais. Shamshi-Adad, a été l'un des premiers leaders à exploiter le potentiel croissant de l'Assyrie. Aux alentours de 1808 AVJC, ce souverain ambitieux accéda au trône et entreprit une série de campagnes militaires qui élargirent la domination assyrienne à une vaste portion de la Mésopotamie. Shamshi-Adad avait un objectif précis: faire de la Syrie plus qu'une simple cité-État, la transformer en un empire qui pourrait se mesurer à d'autres puissances majeures de la région, telles que Babylone et Mari. Grâce à son leadership
L'Assyrie a commencé à se renforcer en tant que royaume influent sur le plan militaire et politique. Shamshi-Adad s'est fait remarquer pour sa compétence à établir une administration centralisée qui a permis une réelle domination sur les territoires conquis. Il a fractionné son empire en zones administrées par des agents dévoués, mettant en place une structure qui a servi d'exemple pour les rois assyriens à venir. Cette organisation a permis à l'Assyrie de garder un contrôle plus strict sur ses territoires, garantissant que les tribus et les ressources affluaient vers la capitale. En outre, Shamshi-Adad était un expert en diplomatie, forgeant des alliances tactiques avec d'autres royaumes et cités-États qui lui ont permis de renforcer son pouvoir sans constamment faire appel à la guerre. Toutefois, tout comme de nombreux empires naissants, celui de Shamshi-Adad reposait sur des bases instables. En dépit de ses triomphes militaires et administratifs, son empire reposait en grande mesure sur son charme personnel et sa capacité à maintenir ses ennemis éloignés. Suite à son décès, l'empire qu'il avait bâti a commencé à se décomposer rapidement. Les conflits internes pour le contrôle et les invasions d'adversaires étrangers ont diminué la puissance de la Syrie, transformant ce qui était un empire grandissant en une modeste zone centrée sur la ville d'Assur. Bien que Shamshi-Adad ait subi un effondrement, son héritage a perduré. Sa vision d'un empire assyrien centralisé, accompagné de réformes administratives, a eu une influence significative sur les dirigeants successeurs. En outre, le fait de diriger un vaste domaine et de répondre à des menaces externes a dispensé d'importantes leçons aux futurs dirigeants assyriens. Ces derniers tireraient des enseignements des fautes de Shamshi-Adad afin d'éviter les mêmes écueils. Bien que de courte durée, l'empire assyrien ancien a marqué de manière indélébile l'histoire de la région. Les accomplissements de Shamshi-Adad ont établi les fondements du renouveau de la Syrie en tant que puissance régionale durant la période moyenne assyrienne et finalement en tant qu'empire prédominant dans le monde ancien lors de l'apogée de l'empire néo-assyrien. Suite à la déliquescence du vieil empire assyrien, la Syrie a connu une phase de relative méconnaissance, dominée par des forces étrangères telles que Mitanni. Toutefois, au XIVe siècle avant JC, les Assyriens ont commencé à se rétablir grâce à une succession de rois ambitieux et compétents sur le plan militaire. Cette époque, désignée comme la période assyrienne moyenne, a représenté le renouveau de la Syrie en tant que puissance militaire et politique significative au Proche-Orient. C'est durant cette époque que la Syrie s'est émancipée du contrôle de Mitanni et a entamé l'élargissement de son pouvoir en Mésopotamie. Adad-Nirari Hier fut l'un des monarques majeurs de cette époque, régnant à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Sous son commandement, les Assyriens ont gagné plusieurs batailles cruciales contre leurs voisins, élargissant ainsi leur domination vers l'ouest et le nord. Adad-Nirari a aussi consolidé l'administration de l'Empire, s'assurant que les régions conquises soient dirigées de façon efficiente et que les tribus continuent d'affluer vers Assur. Cette stratégie de consolidation interne a aidé la Syrie à se stabiliser et à se préparer pour des extensions futures. Tiglath-Pilesé Pié, un autre souverain notable de la période médiévale assyrienne, a mené la Syrie vers de nouveaux sommets. Sous sa direction, les Assyriens ont mené des campagnes militaires victorieuses contre les Hittites, les Araméens et d'autres forces régionales, étendant ainsi leur domination sur de larges régions de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Tiglath-Pileser était un dirigeant à la fois charismatique et audacieux, réputé non seulement pour son expertise militaire, mais aussi pour sa faculté à préserver la paix au sein de son royaume. Sous son règne, l'Assyrie s'est imposée comme l'une des forces les plus redoutées et respectées de l'Antiquité. L'ascension militaire des Assyriens durant la période moyenne assyrienne n'était pas uniquement attribuable au talent de leur souverain, mais également à leur aptitude à innover sur le plan militaire. Ils ont mis en place de nouvelles stratégies et innovations technologiques
tels que l'emploi de chars militaires et d'engins de siège sophistiqués qui leur ont procuré un avantage compétitif sur leurs adversaires. En outre, les Assyriens ont adopté la terreur comme une stratégie, infligeant des punitions sévères aux insurgés et démontrant leur puissance dans le but de décourager toute contestation de leur autorité. La Renaissance assyrienne a posé les fondations de l'établissement de l'Empire néo-assyrien. Vers la fin de la période moyenne assyrienne, les Assyriens avaient renforcé leur autorité dans l'ensemble de la région. Cette fondation robuste permettrait aux rois futurs d'accroître encore plus leur empire. C'est une époque de mutation durant laquelle l'Assyrie évolua d'une force régionale à un empire en plein essor, dont l'autorité sur la Mésopotamie et au-delà deviendrait bientôt indiscutable. Le début officiel de l'empire néo-assyrien est marqué par le règne d'Ashurdan II en 911 avant J.C. Ce souverain est célèbre pour avoir posé les fondations de l'expansion et de la domination assyrienne qui culminerait dans les siècles à venir. Ashurdan II a été un stratège et un réformateur, et son règne a marqué une transformation importante dans la politique intérieure et extérieure de la Syrie. Tandis que les monarques antérieurs se battaient pour conserver la domination sur un empire éclaté, Ashurdan a unifié l'autorité et renforcé les limites du royaume. L'une des réalisations majeures d'Ashurdan II a été la restructuration de l'armée assyrienne. Sous sa direction, les Assyriens ont constitué l'une des armées les plus disciplinées et performantes du monde ancien. Cette nouvelle organisation a facilité à la Syrie la conduite de campagnes d'expansion plus structurées et performantes. En outre, Ashurdan mit en place des réformes économiques qui redynamisèrent les terres assyriennes, augmentant ainsi la productivité agricole et garantissant que l'Empire soit en mesure de soutenir sa population et son armée en expansion. Ashurdan II a aussi orchestré le début de l'établissement d'un réseau défensif tout le long des frontières de l'Empire. Ces citadelles ne servaient pas uniquement à défendre le centre de l'Assyrie contre les attaques extérieures. Elles étaient aussi des centres d'administration et de commandement militaire, d'où pouvaient être organisées des campagnes de conquête. Ces réformes, tant sur le plan militaire qu'administratif, ont consolidé l'autorité de la Syrie sur ces régions et ont jeté les bases pour les conquêtes ultérieures de ses héritiers. L'ère d'Ashurdan II marqua le début de l'expansion considérable qui définirait l'empire néo-assyrien. Suite à son décès, l'empire a persisté à s'étendre sous la gouvernance de plusieurs rois ambitieux et militairement performants. Toutefois, en dépit de multiples conquêtes et triomphes, le règne d'Ashurdan II se caractérise par son insistance sur le renforcement interne. Bien que ses successeurs aient élargi l'empire jusqu'aux limites du monde connu, c'est lui qui a conçu les réformes ayant permis cette expansion. Pour faire court, Ashurdan II a métamorphosé la Syrie en une véritable machine de guerre efficace, posant les fondations de ce qui allait devenir l'un des plus vastes et puissants empires de l'Antiquité. Grâce à ces réformes dans les domaines administratifs, militaires et économiques, la Syrie a non seulement assuré sa survie, mais a également prospéré durant une période marquée par des conflits et des mutations permanents. En 883, avec J.C., Ashurnasirpal II accéda au trône assyrien, inaugurant ainsi une période d'inégalable croissance territoriale et de magnificence impériale. Ashurnasirpal était un souverain qui alliait brutalité et vision, célèbre pour sa stratégie de terreur militaire, mais également pour son apport à l'architecture et à la culture assyrienne. Durant son règne, il a non seulement renforcé la puissance assyrienne grâce à une série de campagnes militaires dévastatrices, mais il a aussi métamorphosé la ville de Kalu, l'actuel Nimrud, en une capitale impériale, illustrant l'opulence et l'influence de son royaume. Sous la supervision d'Ashurnasirpal,
La cité de Kalhu a été refaite depuis ses bases. D'importants palais, temples et fortifications ont été construits, tous ornés de sculptures relatant les victoires militaires du roi. Le palais royal était sans doute l'aspect le plus marquant de cette ville, décrit par Ashurnasirpal comme un palais incomparable, dont les murs étaient décorés de représentations de ses triomphes. Ces scènes mettaient en avant non seulement sa force militaire, mais également la richesse de la cour assyrienne. Kalhu s'est imposé comme un emblème de la croissance de l'empire néo-assyrien et des aspirations de ses souverains. La tactique d'Ashurnasirpal était limpide: exploiter la richesse obtenue grâce aux campagnes militaires pour ériger une capitale qui attesterait l'ascendant de l'Assyrie sur ses voisins. Les richesses récoltées via les tribus des cités et villages conquis ont permis le développement de la ville, transformant Kalhu en un centre non seulement administratif, mais également culturel et religieux. De larges régions de culture irriguées furent établies autour de la cité, garantissant un approvisionnement alimentaire et préservant la prospérité et la fidélité de sa population. Ashurnasirpal II s'est également fait remarquer pour ses tactiques de répression sévères. Quand une ville résistait ou se soulevait contre sa domination, la répression était immédiate et brutale. Les écrits assyriens décrivent comment Ashurnasirpal détruisait des cités complètes, exilait leurs résidents et infligeait des châtiments sévères aux leaders rebelles par le biais de tortures et d'exécutions visibles de tous. L'emploi de la terreur était une stratégie consciente pour semer la peur chez ses adversaires, et c'était efficace. Beaucoup de villes choisissaient la capitulation plutôt que d'affronter les répercussions d'une insurrection. Au final, le legs d'Ashurnasirpal II ne se réduisait pas à ses triomphes militaires. Son règne a marqué l'aube d'une période de grandeur architecturale et culturelle en Assyrie. Kalhu, avec son palais majestueux, ses temples et ses imposantes fortifications, a maintenu le statut de capitale de l'Empire pendant plus de 100 ans. Son modèle d'administration centralisée et expansionniste a posé les bases des futurs triomphes assyriens. La réussite de l'empire néo-assyrien ne se fondait pas seulement sur son élargissement géographique, mais également sur la puissance militaire de ses troupes, qui se distinguaient par leur rigoureuse discipline et leur technologie supérieure pour cette période. Les Assyriens ont été des précurseurs dans de multiples stratégies militaires qui transformèrent radicalement les affrontements dans l'Antiquité. L'une de leurs avancées majeures fut le recours à des chars légers et une cavalerie structurée, leur octroyant un avantage de mobilité face à leurs adversaires, ce qui facilitait des attaques éclairs et des désengagements tactiques. L'armée assyrienne était aussi reconnue pour ses méthodes de siège. Pour miner les défenses des citadelles fortifiées, ils employaient des tours mobiles, des béliers et un réseau sophistiqué de tunnels. Ces avancées technologiques leur ont donné la capacité de prendre des villes qui, sans cela, auraient été infranchissables. En outre, les ingénieurs assyriens maîtrisaient l'art d'exploiter leur environnement. Ils déviaient des cours d'eau pour inonder les murailles de leurs ennemis ou élevaient des barrages pour contraindre à la capitulation les cités qu'ils n'étaient pas en mesure de conquérir par la force. Les Assyriens ont également recours à la peur comme une des stratégies les plus performantes. Suite à leur triomphe, les souverains assyriens ne se contentaient pas de s'approprier les richesses et les terres. Ils veillaient aussi à ce que leur victoire serve d'avertissement aux potentiels insurgés. Il était fréquent de torturer puis d'exécuter publiquement les détenus capturés, leur corps étant ensuite exhibé pour servir d'avertissement. L'objectif de ce type de punition était évident. Toute cité qui songerait à défier l'autorité assyrienne comprendrait les répercussions de sa désobéissance. Toute l'armée assyrienne n'était toutefois pas concentrée sur la destruction. Suite à la prise d'une ville, les Assyriens établissaient aussi un système efficient de gestion et de réhabilitation. Des gouverneurs fidèles au roi étaient désignés, les infrastructures détériorées étaient réparées, et un flux régulier de tribus vers la capitale était garanti.
La stratégie de conquérir et gouverner a été l'un des éléments qui ont permis à l'Assyrie de préserver son immense empire pendant plusieurs siècles. L'empreinte indélébile laissée dans l'histoire du Proche-Orient par la brutalité et l'efficacité militaire des Assyriens est inoubliable. Grâce à sa faculté de vaincre ses adversaires de façon décisive et à son recours à des innovations militaires, l'Assyrie a su rester au sommet du pouvoir pendant plus de 3 siècles. Les stratégies qu'ils ont affinées n'ont pas seulement été reprises par d'autres empires ultérieurs, mais elles leur ont aussi garanti une place dans l'histoire en tant que l'une des forces les plus redoutées et efficientes de l'Antiquité. Suite au décès du roi Shalmaneser III, l'Assyrie a dû faire face à l'une de ses plus sévères crises internes. La montée en puissance des grands notables, qui étaient des fonctionnaires influents, commençant à contester l'autorité du roi central. De 823 à 745 avant J.C., l'Empire a traversé une phase de décomposition politique, désignée comme l'époque des magnates. Durant cette époque, la concentration du pouvoir qui avait marqué le sommet de l'Empire a commencé à se dégrader et les gouverneurs provinciaux ont pris l'habitude d'agir presque de façon autonome, amassant richesse et influence. La baisse de l'autorité centrale ne s'est pas produite instantanément, mais elle a été aggravée par les conflits dynastiques et les révoltes fréquentes. Les barons avaient à leur disposition d'importantes forces privées et administrent les zones les plus prospères de l'Empire, ce qui leur donnait la capacité de contester les directives du roi sans redouter des conséquences immédiates. Par ailleurs, les taxes qui étaient censées affluer vers la capitale demeuraient fréquemment entre les mains de ses responsables, ce qui portait préjudice à l'économie centralisée de l'Assyrie. La situation s'est détériorée à la suite d'une série de monarques peu puissants qui ont manqué à faire respecter leur autorité face aux magnates. Cette phase d'instabilité politique a limité l'aptitude de l'Assyrie à réaliser des offensives militaires fructueuses hors de ses frontières, ce qui a conduit à la cession de territoires significatifs et à une montée des insurrections dans les zones périphériques de l'Empire. Sans un leadership solide, l'Assyrie paraissait être sur le point de connaître une désintégration interne. Toutefois, les barons ne désiraient pas la chute complète de l'Empire. Malgré les avantages de la décentralisation, ils réalisaient que leur autorité était inextricablement liée à l'existence d'un royaume unifié. Ce paradoxe a engendré une atmosphère de tension permanente, où les Tikounes soutenaient un équilibre précaire entre leur autonomie et l'impératif de préserver leur empire intact. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que l'Assyrie nécessitait un dirigeant puissant pour rétablir l'ordre. L'époque des Tikounes a en définitive pris fin suite à l'accession de Tiglath-Pileser III au trône en 745 avant J.B.C. Ce souverain n'était pas uniquement un tacticien militaire d'exception, il était également un réformateur sans concession. Avec une détermination résolue, Tiglath-Pileser a entrepris des actions radicales pour démanteler l'autorité des puissants, réaménageant l'Empire et rétablissant de manière décisive le contrôle central. Durant son règne, l'Assyrie connaîtrait une renaissance plus puissante que jamais. L'avènement de Tiglath-Pileser III a constitué un point de basculement dans l'histoire de l'Empire néo-assyrien. En 745 avant J.C., Tiglath-Pileser s'autoproclame roi et initie une série de réformes radicales dans le but de restaurer le pouvoir central et redynamiser l'Empire qui avait été affaibli par la période des magnates. Il fut l'un des premiers à réorganiser le système provincial de l'Empire, en fractionnant les vastes provinces en entités plus petites pouvant être gérées directement depuis la capitale. Ce processus de centralisation a aussi englobé l'établissement d'une armée professionnelle et permanente, soutenue financièrement par l'État. Tiglath-Pileser a compris que la puissance militaire était essentielle pour préserver le contrôle sur les larges zones de l'Empire,
Non seulement sa nouvelle armée était plus performante et fidèle, mais elle bénéficiait également de meilleurs moyens grâce aux innovations technologiques qui avaient propulsé l'Assyrie au rang d'une force militaire redoutable. Cette force a été employée efficacement pour écraser les soulèvements internes et initier de nouvelles campagnes d'expansion. L'une des réformes les plus importantes de Tiglath-Pileser a été l'instauration d'une politique de déportation à grande échelle. Cette stratégie, qui visait à relocaliser des populations complètes à travers l'Empire, poursuivait deux buts. Prévenir les révoltes dans les régions conquises en dispersant leur culture et garantir que les nouveaux territoires soient habités par des sujets fidèles au roi. Les déportés, fréquemment employés comme travailleurs pour d'importants projets de construction, participaient aussi à l'extension de l'infrastructure impériale. Sous le règne de Tiglath-Pileser III, l'Assyrie a non seulement repris le contrôle de ses provinces insurgées, mais a aussi élargi son empire vers l'ouest en défaite les États araméens et en subjuguant les royaumes d'Israël et Damas. Ces campagnes ont non seulement élargi le territoire assyrien, mais aussi assuré un flux régulier de tribus, revitalisant donc l'économie impériale. Rapidement, Tiglath-Pileser a réussi à rétablir l'empire dans sa splendeur passée, surpassant même ceux qui l'ont précédé. Le legs de Tiglath-Pileser III a été profond. Il n'a pas seulement préservé l'Assyrie d'un effondrement imminent, mais a aussi établi les fondations de l'expansion future qui conduirait l'Empire à sa grandeur lors des règnes de souverains tels que Sennachérib et Assurbanipal. Ces réformes ont garanti que le pouvoir demeure entre les mains du roi et sa stratégie d'exil serait mise en œuvre par les empires ultérieurs, tels que les Perses et les Babyloniens. Tiglath-Pileser III a radicalement modifié le cours de l'histoire assyrienne, la rétablissant à la grandeur du monde ancien. Sennachérib accéda au trône d'Assyrie en 704 avec J.C., succédant à son père, Sargon II, suite à son décès. Son règne serait inoubliable tant pour ses audacieux plans de construction, comme la métamorphose de Ninive en la cité-là, plus majestueuse de l'Empire que pour ses offensives militaires violentes. Toutefois, l'un des faits marquants et sujets à controverse de son règne fut l'anéantissement de Babylone, une cité qui avait constamment défié l'autorité assyrienne. Babylone représentait une préoccupation constante pour les souverains assyriens. Malgré sa richesse et son influence culturelle, les habitants de la ville s'opposaient à une gouvernance assyrienne. Quand Sennachérib accéda au trône, les Babyloniens, menés par Marduk-apla-iddina, se rebellèrent à nouveau. En réaction, Sennachérib a initié une succession de campagnes militaires dirigées contre la cité. Malgré sa victoire à Babylone en 689 avec J.C., l'agacement face aux soulèvements incessants l'a poussé à opter pour une action radicale, anéantir la cité totalement. La colère de Sennachérib se manifesta à travers une campagne de destruction exceptionnelle. Il donna l'ordre de détruire les murs de Babylone, de raser ses temples et de détourner ses canaux afin d'inonder la cité. Il aspirait, selon ses propres dires, à effacer Babylone de la surface terrestre afin qu'elle ne puisse plus jamais se dresser contre l'Assyrie. Cette action de représailles a été l'un des moments les plus violents de l'histoire assyrienne. Bien qu'elle ait réussi à réprimer la révolte, elle a aussi provoqué une profonde indignation aussi bien en Assyrie que dans le reste du monde antique. L'anéantissement de Babylone ne représentait pas uniquement une action militaire, mais également un emblème de l'autorité totale que Sennachérib aspirait à instaurer sur son empire. Toutefois, cette action a eu des conséquences internes. De nombreux Assyriens, notamment parmi l'élite religieuse, percevaient Babylone comme un lieu sacré. L'acte de Sennachérib de l'anéantir fut considéré comme une profanation. Ce discontentement jouerait un rôle dans la chute brutale de Sennachérib des années ultérieures. En dépit de la controverse liée à la chute de Babylone, le règne de Sennachérib est également notable pour ses accomplissements dans le domaine de l'architecture.
Sous son commandement, Ninive s'est transformée en une des cités les plus impressionnantes de l'Antiquité, dotée d'immenses jardins, de somptueux palais et de systèmes d'irrigation sophistiqués. Cependant, son legs serait toujours empreint du souvenir de la destruction de Babylone, un geste qui, malgré le renforcement de son autorité, a aussi semé les germes de révolte à venir. Après que Sennachérib ait été tué par ses fils en 681 avec sa J.C., Esarhaddon, l'un de ses successeurs, accéda au trône dans un contexte empreint d'intrigue et de scepticisme. Esarhaddon, à l'opposé de son père, s'attela à rétablir l'équilibre au sein de l'Empire et à rebâtir Babylone, ravagée par Sennachérib. Ce geste de réconciliation lui a gagné l'approbation des Babyloniens et des prêtres, contribuant ainsi à rétablir une paix précaire dans le sud de l'Empire. Esarhaddon a connu un succès majeur avec sa campagne victorieuse de conquête de l'Égypte. En 671 avant J.C., il a conduit ses troupes à travers le désert du Sinaï et a réussi à conquérir la capitale égyptienne, Memphis, grâce à une série de batailles cruciales. Cette conquête a marqué une étape significative, puisque l'Égypte avait maintenu son indépendance pendant des siècles et constituait un objectif recherché par les empires du Proche-Orient. La Syrie a atteint son apogée territorial avec la conquête de l'Égypte, contrôlant des terres qui allaient du golfe Persique à la Méditerranée et jusqu'au nord de l'Afrique. Toutefois, la conquête de l'Égypte n'a pas été une victoire totale. En dépit d'un triomphe initial, il s'est révélé ardu de conserver le contrôle de l'Égypte. Les Égyptiens manifestaient régulièrement leur mécontentement avec le soutien du royaume de Kouch, localisé au sud de la Nubie, qui aspirait aussi à retrouver son emprise sur la zone. Esarhaddon a été contraint d'entreprendre plusieurs campagnes pour écraser ces soulèvements, et son décès en 669 d'Aveshiji-C, pendant l'une de ses missions, a transmis à son héritier Assurbanipal le défi de préserver la domination sur l'Égypte. Le règne d'Esarhaddon a aussi été caractérisé par son habileté en matière de diplomatie. Il a su entretenir des liens avec les royaumes limitrophes en usant d'une combinaison d'accords stratégiques et d'unions diplomatiques, ce qui lui a donné la possibilité de renforcer son autorité sur les provinces les plus reculées de l'Empire. Malgré une durée de règne plutôt brève, il a laissé un legs de stabilité et d'expansion qu'Assurbanipal a su utiliser pour renforcer encore plus la puissance assyrienne. Au bout du compte, Esarhaddon a été un roi qui a su équilibrer la violence militaire avec une politique de rétablissement et de réconciliation. Sa décision de réédifier Babylone lui a permis d'obtenir le soutien des milieux culturels et religieux de l'Empire, tandis que sa conquête de l'Égypte a garanti sa position dans les annales comme un des grands conquérants assyriens. Assurbanipal, le fils d'Esarhaddon, a hérité d'un empire étendu et florissant, mais également d'un empire confronté à de nombreux défis. Il accéda au trône en 668 Taït avec J.C. et durant son règne, il affirma sa stature comme l'un des souverains les plus puissants de l'Antiquité. Assurbanipal est connu à la fois pour ses réussites militaires et pour sa passion pour le savoir et la culture. Durant son règne, la Syrie a connu son apogée en termes de territoire. Toutefois, des signes de déclin interne ont aussi commencé à apparaître. L'une des plus remarquables réalisations militaires d'Assurbanipal réside dans sa victoire sur l'Élam, une ancienne force adversaire de l'Assyrie. Au cours de plusieurs campagnes féroces, Assurbanipal a ravagé les grandes villes du pays élamite, a pillé Suse et a anéanti leurs forces militaires définitivement. Ces triomphes ont permis de renforcer la domination assyrienne sur le sud de la Mésopotamie et d'éradiquer un danger persistant à la frontière est. Toutefois, ces offensives ont aussi tari les ressources de l'Empire et les conflits incessants ont commencé à affecter la prospérité économique assyrienne. En dépit de sa cruauté sur le front de guerre, Assurbanipal était aussi un grand
et protecteur des arts et de la culture. Il a été chargé de l'établissement de la célèbre bibliothèque de Ninive, l'une des premières imposantes bibliothèques du monde qui renfermait des milliers de tablettes cunéiformes contenant des écrits d'histoire, de sciences, de littérature et de religion. L'un des écrits les plus anciens de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, faisait partie de ces textes. Assurbanipal était un érudit en lui-même, et il se glorifiait de sa capacité à lire aussi bien le sumérien que l'akkadien. 2. Des langues les plus anciennes de la Mésopotamie. Toutefois, le règne d'Assurbanipal a également été marqué par des luttes internes. En 652, Avepa, Jiji, C. Shamash-Shumuukin, son frère qui avait été proclamé roi de Babylone, se souleva contre lui, provoquant une dévastatrice guerre civile. Même si Assurbanipal a triomphé, cette guerre a réduit à néant l'emprise assyrienne sur Babylone et a davantage vidé les ressources de l'Empire. Malgré la soumission finale de Babylone, l'insurrection menée par Shamash-Shumuukin a annoncé les troubles internes qui allaient survenir par la suite. Au terme de son règne, Assurbanipal a mené d'importantes conquêtes et renforcé la puissance assyrienne, tout en semant les germes de sa propre décadence. L'administration d'un empire aussi étendu et les dépenses liées aux conflits incessants ont commencé à peser lourdement. Même si son statut de dernier grand roi d'Assyrie est incontestable, on constate aussi que c'est durant sa gouvernance que les premiers signes de fissures sont apparus, fissures qui conduiraient ultimement à la chute de l'Empire. Suite au décès d'Assurbanipal, aux alentours de 627 avant J.C., l'empire néo-assyrien a progressivement commencé à se désagréger. L'absence d'un leadership solide et les conflits internes pour la couronne ont engendré un vide de pouvoir que les adversaires de l'Assyrie n'ont pas hésité à exploiter. Sous le leadership de Nabopolassar, Babylone s'unit aux Mèdes, un peuple influent des hauteurs du Zagros, et conjointement, ils se mirent à mener des offensives contre les troupes assyriennes amoindries. En 612 avec ce JPCC, la coalition babylonienne-Mède a mené une offensive déterminante contre Ninive, la capitale assyrienne, rendant la situation intenable. Suite à un siège prolongé et sanglant, la cité qui était le centre névralgique de l'Empire fut conquise. Les forces conquérantes ont saccagé et anéanti Ninive, mettant un terme à plus de 300 ans de contrôle assyrien sur la Mésopotamie. La défaite de Ninive a porté un coup terrible à l'Assyrie, qui n'a jamais réussi à se relever pleinement de cette déroute. Bien que Ninive ait été détruite, les vestiges de l'Empire ont perduré dans diverses cités telles que Haran et Karchemish. Toutefois, l'alliance des Babyloniens et des Mèdes persista à progresser, et c'est en 609, avec ce J.C., que les ultimes bastions assyriens furent conquis. Assurbanipal II, qui fut le dernier roi d'Assyrie, s'est échappé et a disparu des documents historiques, signalant ainsi la chute officielle de l'empire néo-assyrien. En l'espace de quelques années, l'immense empire qui a exercé sa domination sur une large portion du Proche-Orient a disparu à jamais. La chute de l'Assyrie a été aussi inattendue que fulgurante. En l'espace de moins de 20 ans, l'un des empires les plus redoutables et influents du monde antique a connu sa chute en raison des soulèvements internes et de la pression exercée par des puissances étrangères. Babylone et les Mèdes ont rapidement intégré les provinces assyriennes, divisant ainsi l'ancien territoire entre eux. L'effondrement de l'Assyrie a marqué la fin d'un chapitre crucial dans l'histoire mésopotamienne. Malgré la chute de l'Empire, le peuple assyrien a perduré. Ils persistèrent à résider dans les régions qui avaient jadis constitué le noyau de leur empire, préservant ainsi une multitude de traditions et d'usages. Toutefois, ils ne parviendraient jamais à recouvrer le pouvoir et l'influence qu'ils possédaient autrefois sous la dominance des grands rois assyriens. En dépit de sa chute, l'héritage de l'empire néo-assyrien a persisté pendant plusieurs siècles.
les avancées militaires et administratives des Assyriens ont eu un impact significatif sur les empires qui ont suivi, tels que les Babyloniens, les Perses et les Romains. Ces empires ont adopté et amélioré les techniques assyriennes de gestion provinciale, de centralisation du pouvoir et d'établissement d'armées professionnelles. Cela a permis la formation d'États plus vastes et plus unifiés. La Syrie a également eu un impact culturel notable. Bien que la ville de Ninive ait subi une destruction massive lors de sa chute, la bibliothèque de Ninive a sauvegardé des écrits essentiels qui ont été réapparus plusieurs siècles plus tard. Les tablettes d'argile qui ont résisté au temps nous offrent un aperçu précieux de l'histoire mésopotamienne, incluant la littérature sumérienne et akkadienne, ainsi que les premières traces écrites de l'histoire humaine. Les Assyriens ont aussi marqué de manière indélébile l'art et l'architecture du monde antique. Leurs bas-reliefs minutieusement travaillés, ornant les résidences royales de Ninive et Callu, représentaient avec précision des scènes guerrières, de chasse et de vie quotidienne, influençant le travail des artistes et architectes des générations ultérieures. L'architecture imposante des palais assyriens a influencé d'autres civilisations qui ont adopté leurs techniques de construction et leurs emblèmes de puissance. Au bout du compte, l'héritage assyrien ne se limite pas à celui d'un empire conquérant, mais englobe également une civilisation qui a participé au progrès de l'art, de la culture et de l'administration dans le monde antique. Malgré la chute de l'Empire, son empreinte a subsisté pendant des centaines d'années, modelant l'histoire du Proche-Orient et même au-delà.